Alors le titre de l'exposé, donc c'est Émissions involontaires, et vous verrez que les mots sont importants, des constellations de satellites, et donc les défis pour la radioastronomie, basse fréquence en particulier. Mais je vais parler en français. Nos diapos, pour raison d'homogénéité avec Xiang, sont en anglais, donc les miennes sont aussi en anglais. Xiang, donc, comme l'a dit Nicolas, parlera en anglais parce qu'elle est plus à l'aise en anglais, et donc nous changerons à peu près la moitié un petit peu plus que la moitié du séminaire. Et en fait, nous aurons une conclusion commune ensuite et nous prendrons les questions sur les deux dernières diapos. Je vais vous exposer le contexte et Xiang va vous parler du travail qu'elle a fait avec Nénuphar en particulier et publié récemment. Donc voilà le plan en fait de l'exposé. Donc je vais faire une brève introduction générale, parler de Starlink et parler des résultats obtenus par l'OFAR. Ensuite, je passerai la parole à Axiom qui parlera des résultats de Nénuphar et nous conclurons ensuite, comme je l'ai dit ici. Euh, la, la gamme de la radioastronomie basse fréquence est définie à la fois par les techniques qu'on y utilise, qui sont des techniques de mesure du champ électrique et de la phase directement, et non pas de l'intensité du rayonnement, et par la transparence de l'atmosphère. Transparence qu'on peut voir ici. Ici, on a une courbe qui montre l'opacité, qui est très connue, qui montre l'opacité de l'atmosphère en fonction de la longueur d'onde. Vous avez à gauche, avec l'arc-en-ciel, la fenêtre visible, où l'atmosphère est quasiment transparente. Ensuite, vous avez des fenêtres dans l'infrarouge. Tout le reste est opaque, sauf la grande fenêtre à droite de la radioastronomie, donc entre en gros 1 mm et 30 mètres de longueur d'onde. Et c'est dans cette fenêtre qu'on a construit les radiotélescopes au sol, depuis les débuts historiques dans les années 1930 jusqu'à LOFAR, Nénuphar et bientôt SKA, donc, dont les gammes de fréquences sont montrées par les flèches ici. Au cours du siècle qui vient de passer, puisque la radioastronomie a presque un siècle, la sensibilité des observations n'a cessé bien sûr de progresser, c'est-à-dire que le flux détectable minimum décroît de plus en plus. Alors les radioastronomes utilisent une unité qui s'appelle le Jansky, en hommage au fondateur de la radioastronomie. Un Jansky, c'est une certaine quantité, 10 puissance moins 26 watts par mètre carré par Hertz, donc par bande passante et par mètre carré de télescope. Et les radiosources, disons, les plus fréquentes dans le ciel, traditionnelles, émettent entre quelques fractions de Jansky et quelques Jansky, voire quelques milliers de Jansky, un petit peu plus pour Jupiter et le Soleil. Voilà. Et donc, vous voyez que quand la radioastronomie a commencé, les sensibilités étaient plutôt de dizaines, centaines de milliers de Jansky, c'est-à-dire qu'on était sensible qu'aux sources les plus puissantes. Et puis, petit à petit, avec les télescopes, là, de plus en plus performants, la sensibilité a décru sans arrêt. Alors, j'ai rajouté sur cette figure tirée d'un ouvrage de référence, j'ai rajouté les points correspondant à l'OFAR, Nénuphar. Alors, vous voyez que là, le flux minimum détectable réaugmente, mais ce n'est pas parce que les instruments ont de moins bonnes performances, c'est parce que, après avoir exploité énormément la gamme du gigahertz et au-dessus, l'OFAR puis Nénuphar exploitent des fréquences de plus en plus basses. Et quand les fréquences diminuent, la brillance du ciel augmente, donc la sensibilité décroît de manière naturelle. Mais malgré tout, ce sont des instruments qui ont de très bonnes performances, chacun dans leur domaine. Alors, il n'y a pas que la sensibilité qui a augmenté, il y a la résolution. Voilà une image, on va dire, ou l'équivalent d'une image, une carte faite par Jansky, en fait, dans les années 1930. Alors, vous voyez, on voit juste des contours de flux où on devine la galaxie. On a des points qui représentent la position de Jupiter et du Soleil, mais ils n'étaient pas mesurés avec cette précision. On a des radiosources puissantes comme Cassiopée et le Cygne. Et voilà ici les images récentes faites par l'OFAR à très basse fréquence. Et vous voyez que les images sont d'une qualité incroyable. Et si je zoomais dessus, vous verrez qu'elles sont presque, j'exagère, mais presque de qualité optique. Donc voilà. Alors, avec cette augmentation de la sensibilité, il y a un problème qui a aussi augmenté parce que l'industrie, les techniques se développent, ce sont les parasites. Les parasites qu'on appelle RFI de manière générale en anglais, Radio Frequency Interference. Et donc, les parasites, voilà comment ils se traduisent. Ici, je vous ai montré, alors très souvent, presque systématiquement, on a des données radio qui se déploient en fonction du temps, horizontalement ici, et de la fréquence verticalement. Ici, l'intensité est en noir, et ce sont des données du réseau décamétrique de Nancy qui datent déjà d'une vingtaine d'années. Euh, alors, ensuite, à partir de ces données, avec certains instruments comme l'OFAR, Nénuphar, on peut faire des images, comme vous verrez après.
En temps et en fréquence, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des formes très structurées. Ici, par exemple, ce sont des émissions de Jupiter qu'on voit là. Mais il y a aussi des lignes verticales et des lignes horizontales. Et tout ça, ce sont les parasites. Et ces parasites, il y en a diverses sources. Alors, il y a une source naturelle principale, qui sont les éclairs d'orage, qui donnent des parasites à large bande. Là, les traits verticaux périodiques sont des étalonnages, en fait. Et les autres traits verticaux sont des éclairs d'orage. Il y a toutes sortes d'émetteurs intentionnels, c'est les émetteurs avec lesquels on veut émettre des ondes radio, parfois pas forcément dans la direction qu'on veut à cause des lobes secondaires, des harmoniques, etc. Donc ce sont les télécommunications, les téléphones mobiles, les avions, les radars, etc., etc. Et puis il y a les émetteurs non intentionnels, c'est-à-dire qu'on voudrait bien ne pas émettre d'ondes radio, mais on le fait sans le vouloir. Ce sont toutes les activités industrielles, électriques, électroniques, les lignes de transport de puissance, les voitures, j'ai oublié un R, les fours à micro-ondes, les ordinateurs, etc. Tout ça, il y a des horloges, des signaux numériques, ça produit des ondes aussi susceptibles de polluer ces temps et fréquences. Alors, il faut se débarrasser de ces, il faut essayer de limiter ces pollutions, sinon on ne pourra plus observer. Alors, il y a plusieurs méthodes pour limiter ces pollutions. Une première méthode, c'est d'avoir des bandes de fréquences protégées, protégées par des régulations internationales de l'Union internationale des télécommunications et en particulier son secteur radiocommunication. Voilà un petit schéma qui montre entre une fraction de gigahertz et une vingtaine de gigahertz. Alors, bon, les bandes qui sont là sont les bandes de ska, mais c'est juste pour indication. Ce sont les traits verticaux colorés qui vous indiquent en fait les bandes protégées pour la radioastronomie. Celles qui sont protégées en rouge sont les bandes primaires dans lesquelles personne n'a le droit d'émettre. Elles sont réservées uniquement à la réception pour les radiotélescopes. Les bandes secondaires sont un peu moins protégées. Il y a une bande avec verte qui est un peu particulière où la protection est partielle aussi. Mais vous voyez tout de suite dans ce diagramme que ces bandes protégées représentent une infime fraction du spectre. En fait, on s'est concentré sur quelques raies, par exemple la raie de l'hydrogène à 1,4 GHz, élargie pour prendre en compte un effet Doppler des sources qui s'éloignent ou qui se rapprochent de nous, la fréquence change, mais malgré tout, ça représente que quelques pourcents du spectre qui sont protégés, et donc ça suffit évidemment pas, puisque les radioastronomes veulent exploiter tout le spectre. D'autres techniques de protection, c'est de mettre les observatoires radio dans des lieux isolés, de définir des zones de silence radio, ce qu'on appelle des radio-quiet zones, autour des observatoires radio, qui interdisent et qui régulent en fait les émissions intentionnelles, non intentionnelles. Par exemple, il y a une zone de 4 km environ autour de l'observatoire de radio de Nancy. Il y a 3 à 400 km autour de l'observatoire SCA. Le problème, c'est que ces zones, elles s'appliquent aux émetteurs au sol. Vous pouvez aller voir l'industrie locale ou la compagnie l'antenne relais ou les utilisateurs de fours à micro-ondes et leur dire d'arrêter leurs émissions. Mais ces zones ne s'appliquent pas aux émetteurs aériens, les avions, les ballons et en particulier les satellites. Il y a d'autres techniques comme de protéger les équipements, par exemple de mettre tous les équipements susceptibles de produire des parasites, les ordinateurs, l'électronique, dans des cages de Faraday, donc des grillages, d'utiliser des composants électroniques de bonne qualité qui vont moins laisser baver en fait les émissions en dehors de la bande utile, de filtrer les émissions pour se débarrasser de celles qui nous intéressent pas et de traiter le signal. Alors traiter le signal, voilà des exemples. Je vous ai dit que de manière très générale, on recevait le signal en fonction du temps et de la fréquence. Voilà par exemple en haut à gauche un plan temps-fréquence observé par l'OFAR aux alentours de 150 MHz. Et là, c'est quelques minutes d'observation. Tout ce qui est gris, c'est le fond du ciel, c'est vraiment le signal astronomique qui nous intéresse et dans lequel ensuite il y a une information subtile qui va être récupérée par corrélation qui va permettre de faire des images. Tout ce qui est blanc intense sont des parasites. Il y a des techniques permettant de reconnaître automatiquement ces parasites, ce qu'on appelle flaguer, c'est-à-dire les masquer, et vous voyez qu'on récupère un plan en fréquence assez lisse et propre. Bon. Tant que les parasites couvrent une partie limitée du plan en fréquence, ça va. Donc une partie du temps seulement et une partie des fréquences. Voilà un autre exemple au radiotélescope de Nancy il y a plusieurs décennies. La constellation de satellites de télécommunication Iridium avait des signaux impulsifs dans certaines bandes de fréquences. Donc voilà en temps et en fréquence les signaux rouges qui étaient là très intenses. Ces signaux polluaient terriblement le spectre, mais en les masquant de manière astucieuse, on arrivait à récupérer un ciel propre avec par exemple une raie galactique ici détectée très très bien. Parfait. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, les satellites, eux, ils sont bien moins contrôlés que ça. Alors voilà par exemple un schéma qui vous donne à l'échelle les orbites, les diverses orbites qu'utilisent les satellites autour de la Terre. Il y a trois classes d'orbites.
Les orbites basses, donc vous voyez celles qui sont très proches de la Terre, à quelques centaines de kilomètres d'altitude, sur lesquelles, en vertu des lois de Kepler, les satellites tournent très vite, typiquement 1 heure, 2 heures. Les orbites moyennes, où là c'est plus quelques heures, et puis l'orbite géostationnaire, où justement un point sur cette orbite reste toujours à la verticale du même point sur Terre, donc fait un tour en 24 heures. L'orbite géostationnaire est presque à environ 6 rayons terrestres. Voilà. Alors ces orbites sont utilisées par diverses constellations de satellites, Galileo, GPS, GLONASS, les satellites géostationnaires de positionnement, et puis diverses constellations en orbite basse, le télescope spatial Hubble par exemple. Et puis il y a les ceintures de radiation, les ceintures de Van Allen, intérieure-extérieure, qui sont là-dedans. OK. En 2018, il y avait environ 2000 satellites en orbite, dont les 2 tiers étaient actifs, qui se répartissaient entre les orbites basses et l'orbite géostationnaire. Et il y avait eu au total 8000 satellites lancés dans l'histoire, depuis les débuts de l'ère spatiale. Et voilà, par exemple, en azimut et en élévation, donc en coordonnées locales, là c'est au niveau de SCA, en Australie, je pense. Voilà comme non, non, en Afrique du Sud. Voilà comment se répartissent les élévations et les azimuts couverts pendant une demi-heure environ par les satellites en activité, en particulier les satellites géostationnaires. Vous voyez que ça couvre des petites régions du plan, du plan azimut-élévation. Donc, ok, on sait qu'il va y avoir des pollutions, mais on pense que c'est gérable. Les constellations de satellites, qui sont en train d'être lancées depuis quelques années, depuis 2019, pour l'Internet à haut débit et les télécoms à haut débit, changent complètement la situation. Voilà Starlink et OneWeb, donc 6000 satellites par exemple, sur les mêmes 2000 secondes, à partir du même point de vue. Vous voyez que la couverture du plan azimut élévation n'a plus rien à voir et que ça change vraiment de manière dramatique en fait la situation. Alors je vais me concentrer sur Starlink parce que c'est vraiment la constellation qui est la plus avancée, le plus de satellites en orbite basse, etc. Donc, Starlink, c'est une compagnie qui propose l'Internet à haut débit. C'est de la compagnie SpaceX, qui a aussi ses lanceurs Falcon, qui permettent de lancer les Starlink. Alors, le principe de Starlink, c'est d'avoir des satellites en orbite basse, de manière à ce que le temps d'aller-retour des communications entre le sol et le satellite soit très bref, typiquement 30 millisecondes, alors qu'il faut plutôt 600 millisecondes en orbite géostationnaire. C'est le temps de trajet de la lumière, hein, simplement. Pourquoi on a besoin de temps de latence comme ça? Alors, par exemple, pour les vidéoconférences, quand il y a une demi-seconde entre les gens qui s'expriment, c'est gênant. Pour les jeux en ligne, oui, c'est aussi ça qui est mis en avant par Starlink. Bon. Et donc, Starlink lance depuis 2019 des paquets de 30 à 60 satellites à chaque lancement à Falcon 9, qui est le lanceur du groupe SpaceX. Ça dépend de la version des satellites. Il y en avait à peu près 2000 en orbite en 2023, presque 6000 aujourd'hui, qui sont entre 400 et 500 km d'altitude. Donc vous voyez que ça a triplé, donc quadruplé au total, la population de satellites actifs en orbite, et ça ne va pas s'arrêter là. Alors les bandes radio utilisées par ces satellites sont des bandes qui sont au-dessus de 10 GHz. La première bande qui s'appelle, alors il y a des noms de code pour les bandes, hein, KU, KA, QV, etc., de plus en plus haute fréquence. La première bande très utilisée, c'est 10,7, 12,7 GHz, la bande KU, donc, qui est utilisée pour les télécommunications dans les deux sens. Comme je vous avais dit, ça ne va pas s'arrêter là. Le but affiché de Starlink, c'est de mettre en l'air 42 000 satellites à déploiement complet. 42 000 satellites, c'est le nombre de 42 000, c'est le nombre de degrés carrés qu'il y a dans le ciel complet, dans 4 pistes et radians. Donc ça veut dire en moyenne un satellite par degré carré du ciel. Alors ils ne sont pas répartis de manière totalement homogène, ils sont répartis sur 72 plans orbitaux qui découpent comme ça en autant de tranches des orbites terrestres, donc des grands cercles orientés dans toutes les directions. Et donc au final, c'est une multiplication d'un facteur 20 de la population de satellites dans le ciel par rapport à 2019. Ces satellites sont lancés, connaissent diverses versions de hardware, en fait, de matériel. Il y a eu les versions 1, 1,5, 2 mini, 2 direct to cell, donc direct en satellite. Et voilà le nombre de lancements par an avec les différentes versions depuis 2019. Ces satellites emportent des panneaux solaires, hein, qui peuvent faire entre 8 et 30 mètres carrés, donc ça peut être assez grand. Alors il y a d'autres constellations. Mais Starlink, c'est vraiment le plus grand nombre. Vous voyez le nombre de satellites ici dans les phases de Starlink. Vous avez OneWeb, par exemple, Kuiper de Amazon. C'est des nombres plus petits. Les orbites sont un petit peu différentes. Starlink, pour le moment, peuple les orbites basses environ entre 4 et 550 km, comme je vous disais. Il y aura des satellites aussi en orbite un peu plus haute. Et voilà les bandes utilisées, donc, comme je vous le disais. Euh,
Les problèmes il y a des problèmes qui sont posés par une augmentation aussi énorme du nombre de satellites. Alors, il y a des collisions avec d'autres satellites, avec la Station spatiale internationale, la Station spatiale chinoise, etc. Donc ça, il y a déjà des problèmes qui se posent. Il faut contrôler les satellites en vol et souvent, il faut que ce soit les autres qui évitent les Starlink. Il y a des problèmes de débris, évidemment, qui peuplent de plus en plus l'environnement terrestre parce que les satellites ont une durée de vie typique de 6 ans. Il y en a qui sont perdus après des tempêtes solaires, etc. Il y a la pollution lumineuse, bien sûr, qui a été soulevée par les astronomes très tôt. Il y a plus d'une centaine de satellites en permanence dans le ciel. Ça donne ça sur les images, les traînées lumineuses que vous voyez là. Et alors évidemment, on peut les soustraire, on peut traiter les images, mais pour les études de signaux transitoires, ça pose des problèmes extrêmement importants. Mais ce n'est pas de ça dont on veut parler aujourd'hui. Le problème de milliers, voire de dizaines de milliers de satellites dans la bande déjà, 10,7, 12,7 gigas, ça va affecter de plein fouet les observations du radiotélescope SK qu'on est en train de construire, et en particulier sa bande 5B, sa bande la plus élevée, qui est entre 8,3 et 15,4 gigas. Donc vous voyez, ça contient vraiment la bande de Starlink. Et ça, il y a déjà une perte de science qui a été que le consortium de SCA a tenté de quantifier. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais ils avaient plein de raies de molécules organiques, certaines pouvant être reliées à la vie, qui tombent dans la bande de Starlink, qui est en orange ici. Vous avez en fait beaucoup de lignes de raies moléculaires qui, avec le décalage vers le rouge, vont tomber. Donc ça, c'est le décalage vers le rouge en fonction de la distance, ça fait la fréquence. Tout ce qui tombe dans la bande orange n'est pas observable. Vous avez des émissions continues, émissions thermiques, émissions de l'hydrogène, des restes de supernova, de la poussière, dont une partie va tomber également dans la bande des Starlink. Donc ça, c'est extrêmement gênant. Une question, c'est que se passe-t-il aux fréquences plus basses? En principe, il ne devrait rien se passer, puisque Starlink n'utilise pas les fréquences en dessous de 10,7 mégas. Pour s'en assurer, les radioastronomes qui travaillent à plus basse fréquence ont fait des observations, les premiers avec l'OFAR. Alors l'OFAR, en quelques mots, c'est le premier précurseur éclaireur en fait de SKA, qui est aux Pays-Bas principalement et en Europe tout autour. Il y a une station LOFAR annoncée qui s'appelle FR 606. LOFAR couvre la gamme 30-80 et 110-250 MHz, donc en dessous et au-dessus de la bande FM. Il peut descendre jusqu'à 10 mégas avec moins de sensibilité. Et voilà à quoi ressemblent les stations de LOFAR. Ce sont des groupes d'antennes, deux groupes, un groupe pour chaque bande de fréquence. Et c'est à la fois un imageur, donc les signaux toutes les stations de LOFAR peuvent être combinés pour faire les images, comme celle que je vous montrais au début. Et c'est un beamformer, c'est un instrument qui fait des faisceaux. Chaque groupe d'antennes localisées fait un gros faisceau dans le ciel, à travers lequel la combinaison des différents groupes d'antennes va donner des faisceaux de plus en plus fins et finalement des pinceaux très fins et multiples possibles. Un article, le premier article qui a été publié donc en 2023 là-dessus, c'est un article de Di Bruno et al., donc publié dans Astronomy Astrophysics. Et cet article rend compte d'une heure simplement d'observation de l'OFAR en 2022 dans la gamme haute fréquence de l'OFAR, 110-188 mégas. Il y a simplement les 6 stations centrales de l'OFAR, donc dans le cœur des Pays-Bas, uniquement à haute fréquence, qui ont été utilisées, alors qui totalisent quand même 4600 antennes. Hein. Ça permet de générer des faisceaux. Il y a 91 faisceaux qui ont été générés, ce qu'on appelle des Tide Array Beam, des faisceaux cohérents, qui sont tous côte à côte. Leur largeur à mi-hauteur, en fait, fait 24 minutes d'arc, et ils se répartissent pour faire un grand hexagone dans le ciel, comme ça, qui couvre environ 4,7 degrés. Et vous voyez que pendant cette heure d'observation, ces faisceaux ont été traversés par énormément de satellites Starlink. Les deux couleurs, c'est pour séparer ceux qui étaient en orbite dite opérationnelle à 550 km et ceux qui étaient en orbite, donc les plus nombreux, montante et qui étaient à 350 km d'altitude. Donc opérationnelle en jaune, montante en bleu. Alors vous voyez que les faisceaux sont traversés par ces satellites au cours de l'observation. Les faisceaux étaient à haute élévation pour ne pas être gênés par des parasites au sol, on va dire, et les satellites Starlink étaient essentiellement des versions 1 et version 1.5 à ce moment-là. Le temps de traversée du gros faisceau complet de 4,7 degrés, c'est environ 4 à 6 secondes, en fonction de l'altitude des satellites, et c'est 0,3 à 0,5 secondes pour un faisceau élémentaire. L'émission a été enregistrée uniquement en intensité totale, avec une résolution d'une dizaine de millisecondes et d'une douzaine de kilohertz. La vitesse des Starlink fait que les signaux peuvent être décalés au maximum de 0,6 kHz. Donc on peut en fait négliger cet effet Doppler dans les observations, puisque les canaux sont beaucoup plus larges que ça. Alors ce qu'ont vu en fait ces observateurs, c'est qu'il y avait
Voilà ici, les régions en gris sont les régions de traversée du gros faisceau et les régions en rouge sont les régions de traversée de faisceaux particuliers. Et vous voyez que durant ces traversées, on voit effectivement des signaux large bande qui sont observés exactement au moment de ces traversées. Il y a plein d'autres parasites, bien sûr, qui sont là de manière plus ou moins permanente, dû essentiellement, comme je vous le disais, aux parasites au sol, aux émetteurs de télévision, aux radars, etc. Alors, les auteurs de l'étude ont voulu quantifier ça et donc ils ont empilé, en fait, quand on avait une traversée de plusieurs faisceaux, ils ont empilé les signaux des différents faisceaux en les recalant autour du temps de traversée de Starlink, de chaque faisceau. Donc, en général, on pouvait empiler une dizaine de faisceaux. Et voilà la bande, vous voyez, qui commence à 110 mégas ici. Ça, c'est le temps, c'est 5 secondes de temps. La bande qui va de 110 à 120, 120 à 130, etc. Les différentes bandes devraient en fait s'empiler verticalement les unes au-dessus des autres. Donc c'est une grande bande de fréquences, très détaillée. Et vous voyez qu'au milieu, au temps zéro, qui correspond au temps moyen de traversée par Starlink, eh bien, il y a une émission jaune, là, intense, qui couvre presque toutes les bandes de fréquences et qui est là, en fait, très très intense, et sur laquelle se superposent des émissions à bande étroite. Donc, ce qu'ont recensé en fait ces chercheurs, c'est des émissions à des bandes étroites de 125, 135, 150, 175 et 143 MHz. Alors, les premières uniquement pour les satellites opérationnels, la seconde fréquence uniquement pour les satellites en cours d'élévation, et avec un flux énorme. Je vous disais que les sources radioastronomiques ont des flux maintenant qu'on détecte et qui sont une fraction de Jansky, un millième de Jansky, voire un 10 millième de Jansky. Ici, les flux, lors de la traversée, peuvent monter à 10 à 500 Jansky pour les signaux en bande étroite et 0,1 à 10 Jansky pour les signaux à bande large, qui sont observés donc dans plusieurs bandes. Y compris d'ailleurs dans une bande autour de 150 mégas ici, qui est une bande explicitement protégée par les régulations internationales et dans lesquelles aucune émission en principe n'est tolérée. Les émissions qui ont été détectées sont beaucoup plus fortes pour les satellites qui sont à altitude plus basse. Et puis en plus, des fois, on voit des peignes en fréquence comme ça, donc des séries en fait de petits traits qui couvrent des bandes très très étendues de plusieurs mégahertz. Et ceux-là, ils ont été observés dans 17 des 46 satellites en orbite plus basse. Voilà un autre exemple où on voit encore des émissions très intenses ici. Alors, l'arrêt à 143 mégas, elle a été identifiée très facilement. C'est l'arrêt qui est émise par le satellite GRAVE, le satellite de surveillance français, qui est quelque part au centre de la France, et qui émet un signal à une bande très étroite, et qui reçoit des échos venant alors, de tout ce qui vole, y compris de météores. Et vous avez ici plein d'échos. Donc ici, ce sont quelques kilohertz simplement autour de la bande 143 mégas. Et vous avez en fait tous les échos de satellites Starlink qui sont vus ici avec leur mouvement en fréquence qui est dû à leur effet Doppler. Ici, on a une résolution très fine en fréquence qui permet de voir cet effet Doppler. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, disons, c'est un signal connu. Les signaux à 125, 150, 175, vous voyez que c'est des multiples de 25 mégas, donc on s'est dit, c'est probablement des oscillateurs locaux, en fait, à un multiple de 25 mégas sur les satellites. Le signal à 135, qui n'est pas un multiple, c'est peut-être un signal d'intermodulation, un battement, et ceux-là, ils sont détectés seulement des satellites en opération. Voilà un petit diagramme qui montre la fréquence verticalement, le temps horizontalement, et les divers cercles sont les divers signaux mesurés pour les satellites opérationnels sur les lignes grises et les satellites en élévation sur les lignes en pointillés. Donc vous voyez très bien les signaux à 143 mégas uniquement sur les satellites en élévation, les signaux à 125 mégas, etc., uniquement sur les satellites opérationnels. Voilà, on voit très bien les différents signaux ici. Alors le flux décroît avec la distance, donc clairement l'émission est intrinsèque au satellite. Donc ça peut être le système d'alimentation électrique, les signaux de communication interne, ou simplement des systèmes électroniques qui ne sont pas assez blindés, pas assez propres électroniquement. Les caractéristiques étaient différentes sur les différents satellites. Ça peut être dû aux différentes versions, 1 et 1.5. Ça peut être dû au matériel différent utilisé sur ce satellite. Dans tous les cas, le flux émis est énorme. Il est très très supérieur à ce qui est considéré comme un flux qui pose un problème problématique dans la bande primaire protégée de la radioastronomie. Alors il y a des niveaux qui sont en décibels par rapport à un niveau de référence. Le niveau de référence, par exemple, c'est un niveau, bon, c'est moins 194 décibels. Ce niveau c'est une carte qui a été faite à partir, donc simulée à partir des mesures de Starlink, une simulation de 2 heures dans la bande 150-153. Dans chaque petite cellule, on mesure le flux. Vous voyez qu'on est au-dessus de moins 194 tout le temps.
Donc il y a 100% des cellules qui sont contaminées au-delà de la limite tolérée par l'Union des télécommunications internationales. Le problème, c'est que les Starlink ne sont pas supposés émettre dans cette bande. Donc c'est une émission qui est non intentionnelle. Et donc ça a été le nom de code qui a été formé, c'est UEMR, Unintended Electromagnetic Radiation, dans ce papier. Et les régulations internationales ne s'appliquent pas aux UEMR des satellites. Ah bah zut alors. Alors, il y a eu un deuxième papier que je voudrais, auquel a participé Xiangzhang, que je vous résume très rapidement, l'année dernière, qui a réédité cette observation, cette fois-ci en observant dans la bande haute fréquence et dans la bande basse fréquence de l'OFAR, avec les mêmes caractéristiques, en observant plus de satellites, 104, 141 dans la bande basse, 97 dans la bande haute. Il y avait des satellites version 1, 1.5, 2 mini et 2 direct to satellite. Le rayonnement a été détecté dans 97 satellites sur 97 dans la bande haute, donc tous. Et puis, il y a eu des signaux à bande étroite, alors plutôt moins, qui ont été détectés. Alors, comme dans l'étude précédente, des versions 1 et 1.5, il n'y a pas eu de signaux à bande étroite des versions 2, donc ça c'est bien. Les signaux à bande large sont les mêmes pour les versions 1 et 5, mais la mauvaise nouvelle, c'est que les versions 2, 2 mini et 2 direct to cell, avaient des flux très supérieurs à ceux des versions 1 dans les signaux à large bande. Donc il y a eu des signaux détectés dans plusieurs bandes de fréquences et des peignes également en fréquence. Et alors voilà un exemple de signaux détectés ici très forts. Et alors, dans la bande basse, donc il n'y a pas de signaux à bande étroite, mais les signaux détectés sont extrêmement forts. Ils atteignent plus de 1000 Jansky dans la bande 56-66 mégas, donc entre ici et là. Et ça, c'est 30 fois plus, 32 fois plus que les versions 1 et 1,5. Il n'y a pas de signal à la large bande détecté des versions 1 et 1.5 dans la bande basse fréquence, et il n'y a pas d'émission dans la bande protégée 73-74,6 mégas. Donc en résumé, dans cette étude, les V2 mini émettent jusqu'à 32 fois plus, c'est-à-dire 15 dB en échelle décibels, de UEMR, donc large bande, que les premières versions 1 et 1.5, en particulier dans la bande 150-153 mégas protégée. Et par exemple, dans cette bande, voilà, dans cette bande et dans diverses autres bandes, voilà ici un tracé qui donne. Alors c'est bon, je vous explique pas le détail du tracé. Ce qui est important, c'est que les courbes, les diverses couleurs représentent des versions de satellites. Et plus la courbe est à droite, ça veut dire que plus l'émission est intense. Et on est très au-dessus en fait de ce qui est toléré en fait dans la bande, d'après les régulations internationales. Et vous voyez que quand on va vers la couleur verte des V2 mini, vous voyez que les V1 sont en bleu, les V2 sont en jaune, les V2 mini en vert sont très à droite, donc beaucoup, beaucoup plus intenses, et en rouge, les direct to cell sont entre les deux. Il y a eu des résultats un petit peu similaires qui ont été obtenus récemment avec une station de SK Low qui vient d'être construite, ça s'appelle la station EDA2. C'est les stations de test de SK basse fréquence dans la bande 50-350 mégas. Il y a peut-être eu aussi des UEMR détectés avec le MWA, le Murchison Whitefield Array en Australie, dans la bande 80-103 mégas. Ça confirme les résultats de l'OFA. Je passe la parole à Xiang pour parler de Nénuphar maintenant. Et donc, je laisse Xiang parler sur cette diapo et puis après, elle prendra le contrôle de l'écran. Xiang, it's up to you. Okay, great. Thanks for this. Wait. Can you stop sharing, please? Yeah, okay. So I was just showing Nénuphar. So maybe you want to comment on this slide and then I stop sharing. Yeah. Okay. So Nénuphar is the. Sorry, I need to change. Okay, I'll let you share your screen. I stop sharing. Please share. Okay. Hey, can you see my screen? Yes. Great. So let's have a discussion about our Nénuphar work. Nénuphar is the SK Pathfinder in France. It's composed of a really dense core plus some remote antennas located within 3 kilometers. It works at relatively low frequency, between 10 to 88 megahertz, which partially overlaps with the LoFar LBA. But at 20 to 30 megahertz, Nénuphar has great sensitivity.
However, it has relatively low spatial resolution. For example, at 20 MHz, the spatial resolution is only about 1 degree. Previously, we were working on some exoplanet searching project. Our data processing method was that we collect imaging data such as this. So we have nice images of our field view showing all the background radio sources. But at the same time, to search for transients, we generate a lot of pencil beams covering both the field grid and also our scientific targets. So with all the 500 beams in the field view, if anything pops up, we can detect it. For example, something like this. After we generate dynamic spectra, we do the convolution, and then if we detect something like a 5 sigma blob, we can do verification by re-imaging the bursting time and the frequency range. And if we see something in the image, then we confirm the detection. So this is our project of exoplanet search. But besides potential exoplanets, we saw something interesting. For example, this is a dynamic spectra in our data, and we can see here, here, and here. Within the 8 minutes observation, we are seeing 3 bright bursts, and each burst only lasted for 1 to 2 seconds. At first, we thought it might be aircrafts, but then we realized it's unlikely for 3 aircrafts to pass by the Nenufar site. So we thought, of course, we can do the re-imaging as we do for the exoplanets. And now, this is our little movie. We made 1 second Stokes V images. And after that, we use the two-line element data, that the orbital elements for satellites, to predict the satellite locations at each epoch. And then we could overplot the location of the satellites on our images. So from this movie, we can easily see that there's a flying blob across our field view. Yeah, our field view is about the circle here. And this blob appears and disappears because it enters and leaves our field view. And this flying blob overlaps perfectly with the location of one of the Starlink satellites. We did similar things for other bursts as well, and all of them were confirmed as Starlink satellites. That's when we say, well, that's a real problem. So after some initial detection, we decided that we will do a Starlink campaign. So we collected 40 hours of observational data during the June and July last year. Our observation setup included the core and all the remote array, and the frequency between 30 to about 80 MHz. We used 1 second integration time, that's the highest temporal resolution for the imaging mode, to track the motion of satellites. And our field view at about 60 MHz, the field view is about 14 degrees across. So we also generated all the pencil beams to cover the entire field view. For some of the observations, we try to predict the track of Starlink satellites and make sure they pass through the field view. Besides that, we also did some on-target search, so just point Nenufar to the zenith and wait for the satellites to pass by. So it turned out that we detected a lot of Starlink satellites in our 40 hours observation. I recall the total number is about 134. Here is a quite bright example. We generated this 15-second integration image between 55 to 65 MHz. So the left image is Stokes I. We can see the
bright background 3C sources plus a trail of the satellite. And on the right side, in the Stokes V image, it's much clearer because most background radio sources are unpolarized at these frequencies. We can see there's a bright trail left by the satellite, and it matches perfectly with the path of a Starlink satellite. So after that, we decided we need to analyze the spectra of the Starlink satellites to make sure which frequencies they emit and which frequencies they don't. So here we have some nice spectra of Starlink satellites, and most satellites we detected show similar structure in their spectra. So we have some double peak structure between 55 to 65 megahertz. That's when they reach the highest flux density. On average, they can reach about 1 to 200 Jansky. One thing we noted is that there are two radio astronomy protected frequencies within our observational band. The lower one is about 37 megahertz. We don't really have strong detections within this frequency range, but at higher frequencies, the 73 megahertz channel, I recall that's allocated for maybe solar physics. It's quite clear that we have detections from Starlink satellites within this radio astronomy protected frequency. So besides that, as we have seen in the Stokes V image, the Starlink satellites seem to be highly polarized. So we decided to do polarization analysis as well. So these are the Stokes IQUV spectra of one Starlink satellite when it was at the pointing center of our observation. We note that the polarimetry property of the satellites seem to change with geometry, probably because it's dependent on direction. So for this particular satellite, we notice about 70% circularly polarized, plus about 20% linearly polarized. So after all this detection, one thing we want to know is what's the origin of this kind of radiation? There are two possibilities. One, the Starlink satellites have large solar panels. So it's possible that the solar panels reflect signals from the ground. Or they could also reflect signals from the astronomical radio sources, such as the bursting sun. So we did some analysis here. We observed the Starlink and together with two bigger objects. One is the International Space Station, and the second is aircraft. For both the International Space Station and the aircraft, they are bigger than the Starlink satellites, and also they are located lower, close to the horizon. Close to the ground. So I have a naive hypothesis. If a Starlink is reflecting signal from the ground, then the International Space Station and the aircraft should appear even brighter at relevant frequencies. So here in the spectra, we can see a burst from Starlink around 60 megahertz quite clearly. But for the International Space Station and the aircraft, we do not see as bright a burst as the Starlink are. Besides that, we did some theoretical analysis using the radar equation. We know that the power of most ground-based old digital TV stations, and we also know the potential power of the most violent active sun. And after all those analyses, we confirm that
the power shown by the Starlink emission exceeds the potential reflected power, either it's from the ground or it's from the sun. So I think we could exclude the reflection theory here, but then let's look at the intrinsic emission. We noted one thing, that the new satellites are much brighter than the old ones. For example, for the 134 detections, we made this diagram showing the Stokes I flux against its NORAD ID. The NORAD ID is issued when the satellite is launched. So bigger NORAD ID means the satellite was launched later, so means the later generation. And here, the dashed red line shows the transition of the Starlink satellite versions. So the left side is version 1.5 or version 1, and the right side, we move to the V2 mini satellites. And it's quite clear that the V2 mini satellites are brighter than the old versions. And here also, the green histogram shows the total passes, while the blue ones show the detections. So before the change of the Starlink version, there are a lot of passes but very little detection. But after they deploy the new V2 mini satellites, almost every pass is detected. So there's a strong correlation between the satellite version and the detection. I suppose that means it's quite likely there's some intrinsic emission caused by the upgrading of the system. So one thing we discuss is how it affects low-frequency astronomy. For all the transients, such as the exoplanet, stellar emission, and pulsar search, we need to verify the detected bursts. This is not that difficult, as we can predict the position of the satellites. It just takes a lot of extra time. However, for the continued observations such as survey or cosmic dawn, if they want to stack, for example, tens of hours of observational time, then all the satellite would generate something I call the satellite meter wave foreground, which would in turn increase the noise level. So ideally, we do want to exclude the data contaminated by the satellites from all this deep field. Also, it would affect our calibration. If we do some kind of polarimetry calibration or direction-dependent calibration, this kind of strong emission from Starlink satellites could lead to artifacts after all this calibration and lead to errors in calibration solutions. So ideally, we want to do this kind of RFI mitigation. There's a temporary solution, which is the easy one, is that we just remove the affected data. Because as we can predict the satellite motion, we know when they passed our field of view. So if, for example, for this dynamic spectra, if we just remove the timestamps of the affected time, then the data should be okay. But there's one big problem. Currently, we make one detection per 15 minutes for our 14-degree field of view. And if we do this, that means we remove 1.5% of our total observation. But as Philippe has discussed just now, the number of the Starlink satellites is increasing drastically. Plus, there are other satellite constellations which are being launched as well. So that's a very simple mathematical question. If we remove 1.5% of data with 1,000 satellites, this 1,000 is the number of V2 mini satellites at the time of our observation. So if we remove 1.5% of data at that time,
how much data we would need to remove with 36,000 more satellites. That's the plan of SpaceX. So, from my point of view, the long-term solution might be collaborating with industry. I know that the SKO is in collaboration with SpaceX, and SpaceX has identified the issue because of they are trying to avoid this kind of emission in their newer satellites. For the current Starlink satellites, which are already in the sky, one solution is that when they pass over the major telescopes, they might be able to avoid their radiation lighting the side of the telescope. I know that they are doing tests with VLA and GBT, and some tests seem successful. So hopefully, they could apply this strategy to other telescopes as well. So takeaway message, we have detected broadband emission from Starlink satellites below 100 MHz and peaks around 60 MHz. It contaminates radio astronomy protected frequency, and the emissions both linearly and circularly polarized. One thing we notice, new satellites are much brighter than the older ones. It indicates this emission might be intrinsic. Our temporary mitigating strategy is that we can remove the affected data of the time and the frequency. But in the long term, I suppose it might be good to collaborate with industry. Thank you. Thank you, Xiang. I can share my screen for the last two slides for the concluding remarks. Thank you. Thanks. Yeah. Yeah. So yeah, what you see my screen? Yeah. Yeah. So pardon, je reviens en français, excusez-moi. Il faut que le cerveau switch. Donc, pour compléter ce que vient de dire Xiang, je précise qu'un article vient d'être publié, donc est sous presse dans Astronomie et Astrophysique sur ce sujet, qui documente très bien la question. Et donc, finalement, pour conclure, le problème de cette pollution radio, c'est que toutes les méthodes de lutte dont je vous ai parlé dans les premières diapos ne sont pas efficaces à part le traitement du signal. Par exemple, on ne peut pas masquer, comme l'a dit Xiang, temporellement les fenêtres polluées parce que on aura bientôt une pollution quasi permanente dans des grands champs de vue. Alors ça impacte la science, bien sûr. Ça impacte aussi, puisque nos dirigeants sont sensibles aux aspects économiques, le coût, en fait, les coûts de construction, par exemple, typiquement de l'ordre du milliard d'euros dépensés pour SCA, eh bien, il ne faudrait pas que ce soit en partie obéré par ces pollutions importantes. Donc, les scientifiques appellent des actions de régulation au niveau international qui sont très difficiles à mettre en place, hein, parce que ces entreprises sont très puissantes, soutenues par leur gouvernement, dont parfois elles font partie. Il y a besoin de collaboration, comme l'a dit Xiang. Par exemple, Starlink a essayé d'assombrir ses satellites en optique. Il faudrait que le hardware soit mieux protégé en fait, vis-à-vis de l'émission en fait, de parasites. Comme l'a mentionné aussi Xiang, il peut y avoir une protection dynamique des radios quiet zone en typiquement éteignant les satellites quand ils survolent les radiotélescopes. On pourrait rêver à ce que nos sociétés évoluent vers plus de frugalité vis-à-vis de l'Internet et des télécoms, mais bon, ça c'est du rêve, comme je l'ai dit. On peut aussi envisager de mettre un radiotélescope sur la Lune. Ça, c'est un truc que moi je voudrais faire pour aller avoir accès aux très basses fréquences et à l'absence de parasites, mais ça ne peut pas être généralisé pour l'ensemble des télescopes sur Terre, bien sûr. Et pour conclure, il y a d'autres remarques. Ce film m'avait été envoyé par Nicolas Biver il y a quelques années. Vous voyez les petits points lumineux qui passent les uns derrière les autres. Là, c'était pris près de Versailles par Nicolas, qui est un fantastique observateur astronomique. Et donc, les autres remarques que je voudrais faire, c'est qu'il y a quand même un monopole des fréquences radio par ces opérateurs, parce qu'ils utilisent des bandes de fréquences extrêmement grandes, de plus en plus larges, et qui polluent également les basses fréquences. Mais il y a aussi un aspect, à mon sens, et là je porte la responsabilité de ma remarque, d'une confiscation privée d'un bien commun qui est le ciel nocturne.
Voilà. Et puis alors évidemment avec les débris, pas pour le moment, mais avec 42 000 satellites en l'air et leurs débris, on pourrait bien sûr se rapprocher du syndrome de Kessler, c'est-à-dire une ceinture de débris qui entoure la Terre et qui rendrait impossible pour plusieurs décennies l'envoi de satellites. Merci. On va prendre vos questions. Merci beaucoup, Xiang et Philippe. C'était édifiant, inquiétant même. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez ouvrir vos micros et les poser. Ouais, j'ai une première question. Quelle est la durée de vie des satellites? Là, par exemple, les V2, ils vont être en orbite pendant combien de temps? Parce que si Starlink décide d'adapter, enfin, de modifier ses satellites, l'hardware, par exemple, donc, ça prendra combien de temps pour que ça soit en 6 ans place? environ. C'est 6 ans, la durée de vie en orbite annoncée par Starlink. Donc Donc là, les de toute V1, façon, ceux qui sont en l'air resteront en l'air pendant quelques années. ouais. Donc là, les V1 sont de moins en moins nombreux. Je pense. What do you think, Xiang? I think V1 and V1.5 should decrease in number in the near future. I think the future is V2, which is bigger than the V2 Mini. Oh, ok. Uh, Ok. Ah, so yeah, I think the situation is that the satellites are getting bigger and bigger. Mhm. Et les V1, effectivement, vont petit à petit s'épuiser au cours de leur déorbitation. alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a Ludwig qui lève la main. Ah, Ludwig, non. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Est-ce que vous avez mentionné que éventuellement on pourrait envisager une extinction du satellite temporaire pendant qu'il passe au-dessus d'un observatoire? Ça veut évidemment dire que vous pensez que eux, SpaceX, savent exactement où est le problème. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Est-ce que vous savez que eux, ils savent? Alors, Et est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités réelles de discuter avec eux? Et j'ajoute que les astronomes optiques étaient en général très contents des discussions avec SpaceX. euh, Il y a peut-être un espoir. oui, merci. Je réponds à une première partie de la question et puis je laisse Xiang répondre pour la suite. Alors, pour la gestion dynamique de l'allumage et de l'extinction des satellites, enfin, je ne sais pas si ça va jusqu'à l'extinction totale, hein, je me fie à des documents qu'on a vus passer venant de SCA, qui clairement est en discussion avec SpaceX pour ça. Et il semble quand même que malgré leur puissance, ces compagnies ont envie de discuter avec les utilisateurs pour ne pas soulever trop de problèmes. Xiang, if you want to complement about the negotiation, possible discussion, and the origin of the problems identified or not by SpaceX on the Starlink satellites. Oh, yes. So actually, I personally discussed with some SpaceX people at some conferences. Uh, According to the SpaceX people, they have identified the problem in their laboratory. They confirmed it was some of the converter issue. So the solar panel collect power from the sun and convert the power needs to be converted before being used by the onboard device. And somehow the converter went wrong and generated strong emission around 60 megahertz. So since they have identified this issue, their plan is that somehow resolve this, although I didn't quite get all the engineering details, but they expect the future version might not have this problem. However, for those satellites already in the sky, currently their options are quite limited. I know that they try to turn off or at least tilt their radiation beams when the satellites pass over, for example, the VOA or GPT, and those seem to be successful. So the SKO people are seeking this kind of collaboration. So for example, they do the similar things for SKA. Thank you. Est-ce que d'autres personnes ont des questions?
si je peux faire un commentaire encore. Oui, oui, bien sûr. Nous avions, il y a 2 ou 3 ans, au sein d'un organisme qui s'appelle l'Académie de l'air et de l'espace et qui euh, comprend quelques vénérables vieillards qui ont travaillé dans l'industrie ou dans la recherche autour de l'espace et de l'aviation, eu un groupe de travail sur les nuisances optiques des constellations de satellites et nous avons fait un papier à partir de cela qui est j'ai mis l'adresse dans le chat. Euh, Éventuellement, ça pourrait avoir un sens, puisqu'à l'époque, on ne connaissait pas les problèmes de la radioastronomie. Oh, pardon. Ça pourrait, Ça pourrait avoir un sens de faire une mise à jour avec les radioastronomes et d'essayer par ce biais-là d'atteindre les ministères, parce que les ministères sont souvent un peu ignorants et plus compréhensifs vers l'industrie, bien souvent. Donc, si Philippe, tu et tes collègues, vous trouvez que c'est une idée qui vaut la peine d'être explorée, on peut en discuter. Alors, oui, bien sûr, tout à fait, hein, tu as raison. Il y a toutes les actions, disons, de lobbying au bon sens du terme et d'éveil un peu des consciences des politiques sont bonnes. Alors, les astronomes et les radioastronomes ne sont pas du tout restés bras croisés, hein. Il y a eu des conférences Dark Skies 1, Dark Skies 2, avec des comptes rendus qui documentent très très bien les choses. Il y a eu des conférences SATCON aussi. Il y a, bien sûr, on a Yvan Thomas, par exemple, à Nancy, qui est notre représentant pour la protection radio, qui œuvre auprès du ministère, qui œuvre auprès du CRAF, le comité radio d'allocation des fréquences. Il y a eu des appels par des astronomes, il y a eu des prises de position de l'IAU, de l'American Astronomical Society, des groupes de travail à la SF2A. Donc il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites. Il se trouve que j'ai l'impression, alors ça c'est vraiment un point de vue personnel, j'ai l'impression que la publication d'articles scientifiques documentés qui restent dans la littérature est peut-être un peu plus efficace en fait que les tribunes et les choses comme ça, parce que bah, ça reste là, ça documente les choses, et puis ça, disons que c'est le mode habituel de transmission des infos entre scientifiques. En tout cas, ça fait réagir. Et oui, c'est clair que... Et il y a eu des prises de position de l'Académie des sciences aussi, des groupes du CNRS, enfin, il y a énormément d'activités, en particulier pour les pollutions optiques, bien sûr aussi, hein. Il y a eu des articles par exemple, dans les revues de la GU sur les dommages à la couche d'ozone par les retombées de débris, les dommages à l'ionosphère. Enfin, il y a énormément de documentation. Il faut espérer qu'au final, ça va avoir un impact. Il y avait même eu un article, je crois, fait par Fabrice Mottez, Yvan Thomas et d'autres dans l'astronomie également, pour prévenir le grand public. Là, aujourd'hui, vous avez parlé essentiellement de Starlink, mais tu as quand même évoqué les autres flottes là, qui sont opérationnelles. Mais il y a d'autres projets en cours, des concurrents de Starlink Ouais. qui vont lancer. Alors, est-ce que ces concurrents, donc je pense que c'est des flottes là qui sont en train d'être lancées ou qui vont être lancées, est-ce que justement, est-ce qu'il y a des discussions avec ces nouveaux projets? Est-ce Alors, je que ne eux, sais ils s'adaptent? Donc, je commence et puis après, je passe la parole à l'action. Je ne sais pas. Je vous avais montré un petit tableau. Je peux repartager pour vous le montrer. Voilà, il est sur mon écran, qui vous montrait que Kuiper Starlink était et vraiment OneWeb. le. Pardon? Oui, il y a Kuiper et OneWeb, mais il y a d'autres Voilà. projets, hein. Il y en a d'autres. Pour le moment, Starlink est le plus nombreux, le plus avancé, aux orbites les plus basses. Donc, c'est ça qui nous fait nous concentrer dessus, si tu veux. Et puis, bon, on a vu la puissance de Starlink qui a ses lanceurs, qui a maintenant un poids terrible au gouvernement, etc. Donc, on s'est concentré dessus. Mais évidemment, le problème s'étend aux autres. Je ne sais pas. Xiang, do you know if there are also discussions with other operators for constellation of satellites? Yes, at the CPS, it's an organization to protect the dark and quiet skies. There are discussions about recently there's some initial satellites launched by China. Mhm. Yeah,
there are planned constellations, and the first maybe 6 or more have already been launched. There are discussions about whether we should observe them, but I don't know if anyone's actively doing that task. Et donc, on peut ajouter qu'au début juin, donc, il y a des réunions du CPS. Donc, alors, je ne sais plus exactement quel est l'acronyme, donc, mais comme le disait Xiang, donc un comité de protection du ciel, suivi d'une réunion du CRAF, donc le comité d'allocation des fréquences radio, où Xiang va aller présenter les observations de Starlink. Ok, merci. Et les conférences où les chercheurs et les ingénieurs de ces compagnies peuvent discuter sont notamment, par exemple, les conférences comme celle donc en Argentine en octobre 2024, les RFI Conference, donc les conférences sur les parasites radio. Donc c'est un sujet qui est actif, hein, mais bon, c'est difficile d'aller à l'encontre des intérêts économiques.